Salut, c'est Pauline d'Innovation Time Lausanne. Pour ce nouvel épisode sur l'entrepreneuriat durable, j'ai eu le plaisir de recevoir Pierre Sloman, fondateur de la start-up Rivka, dont la mission est d'approvisionner des entreprises en encas sains, locaux et durables, et de reverser une partie des bénéfices à une association locale. Pierre s'est confié sur son parcours, sa vision de la durabilité, les obstacles rencontrés, mais aussi tous les futurs projets de sa petite entreprise. Alors sans plus attendre, bonne écoute. Alors bonjour Pierre, bienvenue sur le podcast et puis merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Alors pour commencer, je vous propose de vous présenter de la manière dont vous préférez. Pas de souci. Alors je suis père de 3 filles. J'ai un chat et un chien à la maison et marié depuis quelques années. Oui. J'ai décidé de lancer la plateforme Rivka dont l'objectif de pouvoir aider sa communauté. Donc soutenir le local au-delà de simplement consommer du local. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est que j'installe des points de vente principalement dans les entreprises où les gens peuvent profiter des produits locaux, dans le snacking et dans les boissons. D'accord. Justement, pour un peu rétropédaler sur cette question, à quel moment est-ce que ça vous est venu l'idée de lancer Rivka, que ce soit dans le parcours professionnel, personnel? Je dirais que c'est dans le parcours personnel. Depuis quand j'étais revenu en Suisse en 2013, j'avais créé une association qui s'appelait Tais-toi et vote, qui avait comme objectif de motiver les jeunes d'aller voter sur les sujets fédéraux d'un point de vue neutre. Donc je rassemblais tous les enfants. Allons plus dans le futur, lors du premier confinement, j'ai essayé de faire une petite levée de fonds qui n'a pas pu aboutir parce que les règles ont changé entre-temps, mais c'était pour remercier les forces de santé dans la région. Pourquoi je donne ces exemples? C'est pour démontrer que j'ai toujours essayé d'améliorer la communauté où j'étais basé. Parce que j'ai toujours pensé que ça fait un peu partie de notre devoir de citoyen de pouvoir améliorer notre environnement pour que notre prochaine génération puisse en profiter dans des meilleures conditions. Mais ça m'a toujours bloqué à la gorge de toujours être dans une situation à demander de l'argent. Je trouve pas ça normal, naturel ou respectueux au final, mais surtout ça reste des solutions à court terme. Donc avec ça en idée, pendant plusieurs mois, voire quelques années, j'ai essayé de chercher des solutions qui puissent aider notre région, mais sans devoir toujours demander de l'argent. Et c'est là où je me suis dit, pourquoi pas consommer, vu que souvent pendant les pauses de midi ou pendant les heures de travail, on grignote tout le temps, et en plus partager une partie des marges de ces ventes avec une association locale qui est choisie au préalable par le client. Et donc, quelle formation, que ce soit universitaire ou est-ce que vous avez avant d'avoir pensé à fonder Rivka? Alors, moi j'ai fait un bachelor en études européennes à Maastricht, aux Pays-Bas. Après ça fait à peu près quasi maintenant 10 ans que j'étais toujours dans des environnements professionnels de business development. J'ai travaillé pendant plusieurs années chez Coca avec le Curose, où j'étais chef de produit et je travaillais avec beaucoup de startups un peu du monde entier avec des conseils, des moyens et comment optimiser leur mise en place sur la plateforme. Après cela, j'ai rejoint Hilti où j'étais responsable pour le business development pour tout le territoire Vaud et Fribourg, suivi par Life Systems où c'était tout le territoire vaudois et genevois. Et j'ai passé quelques mois encore à la Transvoirie en tant que quelqu'un pour les aider avec le développement des gros clients. D'accord. En gros, j'ai toujours été dans des environnements où j'ai pu atteindre aujourd'hui une expérience de 360 degrés au niveau professionnel pour le développement. D'accord. Et donc l'entrepreneuriat, est-ce que ça a toujours été dans un coin de votre tête? Ah, mais ça a toujours fait partie de mon identité. Aujourd'hui, je vis le fait que je suis dyslexique. Ça veut dire que quand je dois m'exprimer par écrit, je fais beaucoup d'erreurs. Une autre façon, c'est aussi quand je parle oralement, j'utilise des expressions qui, des fois, ça nous fait tirer les oreilles ou se demander, mais de Dieu, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Néanmoins, ça m'a toujours donné l'opportunité de découvrir des difficultés et de les surpasser. Grâce à ce bon exemple, c'est que quand j'étais à l'université, j'ai publié des articles académiques
même sachant que pour l'écriture, pour moi, c'est comme aller faire la montée de l'Everest sans entraînement. Donc ça demande beaucoup d'efforts. Additionnellement, j'ai aussi écrit un petit livre semi-philosophie, semi-autobiographique de l'époque pour démontrer que ça valait la peine. Pourquoi tout ça? Parce que quand moi j'avais la dyslexie, en Suisse, ce n'était pas du tout reconnu. Ça n'existait pas. Ouais. Très bien. Je vous propose d'enchaîner avec vraiment l'aspect plus technique de Rivka. Est-ce que vous pouvez me parler des fournisseurs? Comment est-ce que vous les choisissez? Comment vous entrez en contact? Comment ça se passe? Pour entrer en contact, c'est très simple. On envoie un email ou on fait un appel. Ouais. Mais essentiellement, j'essaie de travailler avec les producteurs en direct. D'accord. J'essaie de choisir des produits dont ça tient de la logique d'en avoir dans les bureaux. Par exemple, vous allez avoir des cookies qui viennent de la plaine genevoise, comme vous pouvez avoir des fruits secs qui viennent de Mont-sur-Lausanne, ou encore des jus de pommes qui viennent de Étoile ou de Soleure. La façon que je travaille, c'est que j'essaie d'être en direct avec eux pour m'assurer que quand il y a une nouveauté, quand il y a des opportunités ou quand il y a un développement qui se passe, soit je suis au courant, soit je peux le partager. D'accord. Est-ce que c'est un marché de niche ou bien vous avez un certain nombre de concurrents dans le domaine? Alors non, ce n'est pas un marché de niche. Les concurrents, oui, il y en a, de différentes natures. Vous avez les gros qui proposent principalement les repas avant de proposer des snackings qui seraient comme Felfel. Après, vous avez ceux qui proposent des snackings avant de proposer autre chose comme Selecta et Vauplus. Et après, vous avez encore des plus petits acteurs qui font le même concept que les concurrents. Et vous avez encore les organisations de cafétéria qui souvent ont des contrats d'exclusivité sur tout le périmètre professionnel. D'accord. Peut-être pour revenir aux ressources, dont on a un petit peu évoqué auparavant, vers quelles ressources vous vous êtes tourné, que ce soit financières, ou bien en termes de connaissances sur les ingrédients de la région? Sûrement, c'est tout personnel. D'accord. Les moyens que j'ai mis en avant, ça vient de mes propres moyens à moi. Par rapport au truc des fournisseurs, avec l'expérience professionnelle que j'ai eue, j'ai pu aller à des salons, j'ai pu me faire des contacts, des réseaux. Pourquoi? Parce que j'essaie de créer des relations, que ce soit avec mes fournisseurs ou avec mes clients, que ça reste humaine. C'est un des objectifs que j'ai à travers Rivka. C'est aussi une raison pourquoi notre façon de fonctionner avec nos collaborateurs, avec nos clients, c'est sur une base de confiance. Oui, super. Est-ce que maintenant vous pouvez nous parler un peu plus de votre équipe? Déjà, de qui elle est composée, comment vous l'avez choisie, quels sont les profils? On a 2 personnes qui font partie de l'équipe. Après, j'ai des indépendants qui m'aident sporadiquement quand j'ai des nécessités. Mon objectif, c'est que une fois que j'arrive à avoir une certaine taille, on soit dans une situation où on pourra donner priorité aux réinsertions professionnelles et à la même occasion des étudiants qui sortent de l'école. La raison pourquoi on donne autant sur le côté communautaire, c'est que ça revient avec une des choses que j'ai dit au début, qui est soutenir le local au-delà de consommer du local. Super. Est-ce que maintenant vous pouvez nous parler d'un ou des obstacles que vous avez dû surmonter dans votre parcours liés à Rivka ou pas forcément, ou bien des obstacles à surmonter au quotidien quand on est entrepreneur? Alors il y a quelques obstacles qui sont toujours difficiles à aller à travers. Une de celles, c'est quand on est entrepreneur, on prend le risque de perdre son droit de chômage. Donc ça veut dire que si on merde, on n'a pas de sécurité derrière, mis à part nos propres fonds. Et ça peut poser des problèmes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit se rendre compte consciemment. Ma toute dernière, elle a, dans quelques jours, 1 mois de vie. Et j'ai dû consciemment accepter le fait que je mets ma famille en risque pour une idée que je crois dure comme fer de son succès. L'autre point aussi, difficulté avec l'entrepreneuriat, c'est que le business plan, je l'ai montré à des dizaines de personnes, discuté, je reçois des supports moraux, visibilité et tout. Mais
il est difficile pour nous d'avoir autant de support pour trouver les clients. Mm. Pourquoi? Parce que souvent les clients, ils disent ah mais on n'est pas intéressé parce qu'on a une exclusivité. Ça fait 20 ans qu'on travaille avec cette boîte multinationale. On est tout pour le local, mais on ne veut pas engager une entreprise locale. Ou encore, je dirais que c'est à ce niveau-là. On reçoit beaucoup de soutien, plein d'étapes pour mettre en place l'entreprise. Mhm. Mais une fois qu'elle est active, le soutien, elle devient beaucoup plus rarifié. D'accord. Et donc trouver des clients en premier lieu ou même actuellement, c'est encore quelque chose de compliqué? Toujours. Ouais. C'est les nerfs du bataille. Mm. Mais ça, c'est pas à cause de ça qu'on le fait pas. La seule chose qui est triste, c'est quand on essaie de rentrer dans un endroit où on sait qu'on peut avoir un plus-value, on n'a même pas l'opportunité de le faire la présentation, parce que ça fait X années qu'ils travaillent avec une multinationale qui propose des produits ordinaires sans plus-value et qui n'a aucun impact positif dans la région quand eux-mêmes ils crient à tue-tête que nous sommes là pour soutenir le local. Ça sent le vécu. Ma prochaine question, d'un point de vue un peu plus pratique, à quoi ressemble une semaine typique quand on est entrepreneur et puis qu'on a plein de casquettes à gérer, aussi de père de famille et peut-être d'autres choses encore, j'imagine. Alors, faut bien s'organiser. Oui. Ce qui n'est pas toujours ma forte, mais il faut bien s'organiser et bien communiquer avec sa compagne. Généralement, une semaine avant, je dis toujours à ma femme, voilà à quoi ressemble ma semaine. Et elle me communique la sienne et on se coordonne. Pourquoi je demande d'abord à ma femme avant d'autres choses? C'est que je ne peux pas faire une vision plus loin qu'une semaine. Souvent, j'ai des rendez-vous qui s'installent, j'ai des visites chez des clients qui s'installent, ou j'ai une tournée de frigo que je dois aussi maintenir. Donc, il n'y a pas 2 semaines qui se ressemblent. D'accord, ouais. Mais si je peux faire ce que je fais aujourd'hui, c'est le fait que j'ai un support fort à la maison. Même mes enfants me soutiennent là-dedans. Et je veux dire qu'avoir une petite fille de 5 ans qui soutient, sans comprendre toujours tout l'exercice qu'il y a derrière, ça fait toujours plaisir. Oui, j'imagine. Pour parler un peu plus à moyen ou long terme, quel projet est-ce que vous avez dans les années à venir par rapport à Rivka ou autre chose? Mon objectif vraiment, c'est de pouvoir offrir comme source à des associations locales un soutien durable. Donc ça veut dire que je ne serai pas une source où ils peuvent dire cool, on a reçu de l'argent, on n'entendra plus parler, mais au contraire, ils savent que chaque année, ils vont recevoir de l'argent de l'autre part suite aux ventes qu'on aura fait chez le client. Et c'est ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai envie de créer ce réseau où non seulement les produits locaux deviennent abordables aux gens, vu que je ne vends pas les produits comme une épicerie fine, mais j'essaie de les rendre abordables, mais en plus, ça peut soutenir les associations locales. Mais justement, en parlant d'associations locales, comment est-ce que vous les choisissez? Et puis, est-ce que ça veut dire que Rivka, c'est une entreprise à but non lucratif, ou bien comment ça se passe pour le partage des gains? Alors la façon qu'on choisit, c'est généralement le client qui propose. D'accord. Ouais. Si pas, je peux proposer des associations, mais ma demande, c'est essentiellement, je veux pas que ce soit une association internationale, comme les gros noms, WWF, Greenpeace. J'estime sur un exercice de 12 mois, je vais peut-être récolter 1000 francs. Vous donnez à ce genre d'organisation internationale 1000 francs, ils vous remercient pour la tournée de café, après ils vont vous demander plus d'argent. Vous donnez la même somme d'argent à une petite association locale dans le village, ça peut... Le repas de Noël pour l'EMS, ou l'association pour les familles en difficulté, ou le Nez Rouge. Juste quelque chose de local, vous leur donnez 1000 francs, c'est une toute autre équation. Ça peut leur permettre d'avoir les portes ouvertes pendant plusieurs mois en plus, ou leur permettre d'avoir accès à des options qu'ils n'avaient pas l'opportunité d'avoir, ou même à se rénover pour se permettre d'être plus efficaces dans leur travail qu'ils font. Super, c'est bien compris. Peut-être dernière question que je pose à tous mes invités. Quelle start-up durable ou petite entreprise ou association est-ce que vous souhaiteriez entendre sur le podcast? Il y a une entreprise où je connais le patron. Il connaît aussi bien ma famille. Mais c'est l'entreprise Zello.
Très bien. Où eux, ils spécialisent dans la livraison d'épicerie avec 0 déchet. Super. Eh ben, l'invitation est lancée. Je vous remercie infiniment pour le temps accordé et puis c'était un entretien très intéressant. Je vous souhaite plein de succès à la fois professionnel et personnel. Félicitations encore pour la petite dernière. Merci beaucoup. Et puis oui, à bientôt, merci. Merci beaucoup, au revoir. Et voilà, c'est tout pour l'épisode du jour. Merci encore à Pierce pour son partage d'expérience. Merci aussi à vous d'avoir écouté l'épisode dans son intégralité. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Ciao.